Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette voie libre. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans le prestigieux cadre du château de Chambord qui accueille ce week-end sur ses vertes pelouses le Game Fair, le plus grand salon de chasse en France. Nous sommes dans l'un des bras de croix du château, entouré des œuvres du peintre Philippe Cogniet. Nous allons bien évidemment parler de chasse aujourd'hui, mais à travers un aspect que l'on présente souvent comme polémique. Chasse et écologie sont-elles compatibles? Les chasseurs ont-ils ou non un réel objectif de préservation de l'environnement? Les associations liées à cette défense de l'environnement sont-elles justement critiques ou un peu trop jusqu'au boutiste? Nous allons en parler avec nos deux invités. Hubert Louis Vuitton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération régionale de la chasse, avec également la casquette de président de la section du Loir-et-Cher. Face à vous, Pierre Athanase, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président national de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages. C'est ça. En quelques mots, présentez-nous votre association. Quel est son but, son objectif? Alors son but, c'est vraiment la protection de la nature au vrai sens du mot. On a vraiment une entrée faune, une entrée milieu. On est peu sur les problèmes d'urbanisme, on est vraiment sur les problèmes nature. On a la particularité d'être totalement indépendant. On n'a pas un seul centime de subvention. C'est un choix qui a été fait à la création de l'ASPAS il y a 34 ans. Et on est la deuxième association de France en nombre d'adhérents puisque nous sommes 11 000. Allez, vous avez un avis très précis sur la chasse, on en reparlera. Bien sûr. Hubert Louis Vuitton, comment vous considérez en tant que chasseur la défense de l'environnement dans votre pratique au quotidien? Est-ce que c'est une bonne chose ou un mal nécessaire pour vous? Moi, franchement, ça me dérange pas, étant donné que c'est normal qu'on ait des opinions complètement différentes chacun. Donc, une association en face de moi qui va, protéger les animaux. On doit discuter, un dialogue doit s'instaurer entre nous. Donc, voilà. C'est vrai que dans beaucoup de départements, c'est peut-être pas pareil, mais moi, ici, en tout cas, dans le Loir-et-Cher, c'est normal qu'on ait des conversations, des dialogues ensemble. Donc, vous êtes en ligne de dialogue, ce qui n'est pas, comme vous le dites, forcément le cas partout en France. Exactement. Mais moi, en tout cas, je veux insister là-dessus. Pierre Athanase, vous, comment vous considérez, en tant que président de cette association, le rôle, la pratique de la chasse? Alors la chasse, il faut bien voir que la chasse en France est un petit peu différente de ce qui se pratique dans le reste de l'Europe, puisqu'on a effectivement le plus grand nombre de chasseurs en France, même si c'est loin d'être en pourcentage la plus grande densité c'est un peu plus d'un million de personnes, la population. C'est 1 200 000, oui. C'est 1 200 000 permis, c'est un petit peu moins de chasseurs. Avec les doubles permis, c'est une activité qui est en baisse, puisqu'il y a, dans les années 75, il y avait 2 400 000 chasseurs, donc c'est une activité qui doit absolument évoluer, qui n'est plus quand même en phase avec la société, mais malheureusement aussi avec l'état des milieux naturels et avec l'état des espèces sauvages. Ça, beaucoup d'espèces ne devraient plus être chassées. On a la liste de gibier la plus longue d'Europe. On a 71 espèces gibier. En Allemagne, en Hollande, on est à entre 30 et 40 espèces. Dans les Pays-Bas, encore moins. Nous, on en a 71 avec des espèces qui sont en très très mauvais état de conservation, comme le grand tétra, comme le tétralyre, et qui sont toujours chassés. On est le seul pays d'Europe occidentale où on continue de chasser le grand tétra. C'est absolument scandaleux. On va en parler dans quelques minutes tous ensemble. Je vous propose avant de regarder un petit peu le vadémécum du chasseur écologiste, de la préservation des barrières naturelles au respect de la loi. Exemple dans le doux reportage de nos confrères Céline Lang et Franck Ménestré. Les chasseurs ont aujourd'hui de plus en plus tendance à se présenter comme les nouveaux garants d'une certaine biodiversité. Et de fait, la loi du 26 juillet 2000 les rend responsables de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les actions menées par les chasseurs pour gérer la faune sauvage d'un territoire. Cela va de la préservation des habitats naturels jusqu'au plan de chasse qui détermine le nombre de bêtes prélevées chaque année. Va, allez! Les chasseurs ont deux rôles essentiels. Le premier, c'est de réguler un certain nombre d'animaux qui, s'ils se développaient trop, causeraient de gros problèmes. On pense aux sangliers, bien sûr. Le deuxième, c'est aussi de participer à des aménagements, parce que s'il n'y avait plus de chasseurs, il y a bien des endroits où il n'y aurait plus de zones humides, où il n'y aurait plus de buissons, où la forêt aurait peut-être disparu, parce qu'on a besoin d'un environnement de qualité. Ça va bien la petite chienne? Hein? Elle a l'air d'aimer ça. Bah oui. Hein? Les fédérations de chasse sont aussi responsables de la protection des activités agricoles. Pourtant, les agriculteurs continuent de se plaindre des dégâts causés par les sangliers notamment. Mais les prélèvements augmentent. Cette année, dans le Jura, ce sont 70 sangliers qui ont déjà été abattus, contre 10 l'année dernière à la même époque.
Les conséquences, ce sont des prairies détruites, c'est-à-dire plus exploitables parce qu'il y a des trous, parce qu'il y a un manque d'herbe, parce que c'est plus possible d'exploiter dans ce genre de champ de bataille, on va dire. Donc à partir du moment où on régule quelque chose, on régule la population de sangliers, automatiquement les dégâts seront aussi régulés. Alors les chasseurs responsables de l'équilibre des milieux naturels, pas seulement, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est en charge des contrôles des chasseurs et de la protection de l'environnement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Messieurs, bonjour. Police de la chasse. Police de la chasse. On va effectuer un petit contrôle. Oui. Je vais vous demander de décharger votre arme tout de suite s'il vous plaît. Permis de chasser s'il vous plaît, l'attestation d'assurance, la validation annuelle. Mission prépondérante au sein de cet établissement, c'est avant tout la police. La police de la chasse, la police de la pêche, la protection de la nature, mais également la protection des milieux. Alors oui, les chasseurs contribuent à la préservation des milieux naturels, mais il ne faut pas oublier qu'être chasseur écolo, c'est aussi une question d'image et de réhabilitation de la chasse. Alors voilà pour ce reportage tourné en Franche-Comté. On va revenir sur 3 points de ce sujet. La préservation de l'environnement par les chasseurs. On a parlé de préservation des haies, des buissons, des zones humides. Ça aussi, c'est peut-être la part cachée des chasseurs qu'on ne connaît pas. Oui, voilà. De plus en plus, nous, toutes les fédérations, nous sommes présents sur le terrain pour implanter toutes ces haies, toutes ces bordures qui doivent exister pour la préservation, la gestion surtout de notre petit gibier. Et là, le chasseur est vraiment très très impliqué dans ces choses-là. C'est parce que vous vous substituez à l'État sur les domaines publics ou non, c'est une obligation? Non, c'est une volonté des fédérations, c'est une volonté des chasseurs avant tout d'être présents sur le terrain et de défendre la qualité du petit gibier et surtout d'une espèce naturelle. Donc plus on a du petit gibier, perdreaux, lièvres, comme on a bien sûr dans le Loir-et-Cher. Donc notre but c'est de préserver ces habitats pour que les animaux se sentent au mieux et chez eux. Et vous, Pierre Tanaz, est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez aux chasseurs, cette préservation de l'habitat, même à travers et pour la pratique de la chasse? Oui, bien sûr. Nous, on ne nie pas les côtés positifs qui peuvent être apportés. Effectivement, plantation de haies. Les fédérations après ont des spécialités. Plantation de haies, ça peut effectivement être sur des zones humides, chose que les associations de protection de la nature font également. L'ASPAS que j'ai le plaisir de présider a même un conservatoire. Maintenant, on achète des terrains qu'on met en réserve. On a créé même un nouveau label de réserve naturelle à cet effet. Donc là-dessus, il y a pas de problème. De toute façon, nos milieux sont malades. Il faut vraiment faire quelque chose pour les préserver. Après, bien entendu, on n'a pas le même objectif final. C'est bien entendu. Les chasseurs chassent sur la quasi-totalité du territoire. Il y a peu d'endroits, et c'est là un petit peu le problème, c'est vraiment le problème du partage du temps et de l'espace. Ça, c'est le gros problème que nous rencontrons avec les chasseurs. Alors, autre sujet abordé dans ce reportage, les sangliers, problème éternel à la fois pour les associations, les chasseurs et les agriculteurs. Là aussi, vous avez, une interaction avec le monde agricole pour essayer de réguler ces populations et indemniser, quand il le faut, les agriculteurs. Voilà, par l'intermédiaire des fédérations, donc le chasseur est obligé d'indemniser le dégât agricole, surtout de l'espèce donc sanglier. Donc un département comme le nôtre, c'est sûr que ça nous coûte relativement cher. Combien par an à peu près? Là, cette année, on va tourner entre 950 000 euros, 1 million d'euros. Donc c'est très important, c'est très lourd pour une fédération, pour un département. Mais nous essayons par tous les moyens de gérer cette population de sangliers. Donc c'est-à-dire déjà avant tout de la faire baisser pour qu'une fois de plus, qu'il y ait de la place pour tout le monde sur le territoire et que tout le monde s'entende. Alors est-ce que c'est de la régulation organisée ou c'est de la régulation, j'allais dire la petite semaine, on fait ce qu'on peut? Alors non, on essaye, moi en tant que président de fédération, j'incite les chasseurs, je les encourage à prélever un nombre maximum de sangliers, parce qu'on est dans une période relativement importante, grave quand même. Il y a un problème sanitaire qui pourrait très bien nous arriver du jour au lendemain, donc je demande aux chasseurs de faire ce prélèvement intensif tout au long d'une saison de chasse, qui commence donc là dès début juin. Donc voilà, c'est notre rôle une fois de plus de gérer les populations. On ne tue pas les animaux, on gère les populations. Sur quelle base de comptabilité, sur quel quota? On sait qu'il faut faire ça intensivement. Alors, si vous voulez, c'est surtout par rapport à ce problème dégâts de gibier avant tout. Donc, dès qu'il y a des secteurs où trop de dégâts agricoles existent, c'est là où on demande à faire une pression supplémentaire. Où le dégât agricole n'existe pas, ou peu, où il n'y a pas le problème sanitaire en vue, ou un problème routier. Donc, on ne fait rien. On demande aux chasseurs, mais on fait moins de pression. C'est le dégât agricole avant tout qui va nous faire élever le ton.
Pierre Tanaz, vous parliez des espèces qu'il ne faudrait plus chasser ou moins chasser. Quelle est votre position sur le sanglier par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors sur le sanglier, j'ai écrit un livre qui parlait pas que du sanglier, mais j'ai bien développé ce chapitre-là. Là, on est vraiment dans la chimère qui a complètement échappé au monde de la chasse. Il faut bien voir qu'il y a eu beaucoup d'introductions de sangliers, d'hybrides de sangliers et de cochons dans les années 70-80, donc des sangliers plus gros qui font des portées plus élevées. C'est effectivement fini, même si de temps en temps il y a des chasseurs qui trichent et on continue à avoir des lâchers clandestins. Mais le gros problème actuellement, c'est que cette population-là maintenant est nourrie. On appelle ça l'agrainage. Normalement, l'agrainage est présenté comme un mode de dissuasion. Enfin, on attire les sangliers dans les forêts pour pas qu'ils aillent dans les cultures. On sait très bien qu'en fait, on maintient artificiellement un niveau de population très très abondant. Ce problème-là est très très fort dans les départements de l'Est de la France et du Sud de la France, à tel point qu'il y a quelques années, les agriculteurs ont manifesté de façon assez violente dans la Meuse, et pendant presque 3 ans, la préfecture de la Meuse a interdit l'agrainage. Cette simple mesure d'interdiction de l'agrainage a fait baisser les dégâts de sangliers d'un tiers, chose que les chasseurs n'étaient jamais arrivés à faire avec la régulation. Et c'est vrai, quand on parle gestion, il n'y a pas que la régulation, il y a des outils de gestion et effectivement des mesures de bon sens. Je crois qu'il va falloir quand même vraiment les prendre au sérieux. Il y a un plan national sanglier qui est sorti il y a quelques années, qui malheureusement n'a été discuté qu'entre le ministère de l'écologie et les chasseurs, pas avec les associations de protection de la nature. Moi, en même temps, je rédigeais pour le ministère de l'écologie la stratégie nationale Grand Tétras. On a un vrai problème Grand Tétras sanglier. J'avais demandé à ce que je puisse participer à certaines réunions. On me l'a refusé. Les sangliers, c'est vraiment l'animal des chasseurs et je crois que c'est vraiment dommage. C'est vraiment un animal qui pose effectivement des problèmes. Sur le reste des animaux, on le voit dans un pays comme la Suisse où le canton de Genève ne chasse plus depuis 40 ans maintenant. Il n'y a plus du tout de chasse. Par contre, de temps en temps, les agents du canton sont obligés de tirer des sangliers qui, pour la majeure partie, viennent de France, où là, par contre, il y a de la chasse. Donc, on voit un petit peu le paradoxe. Quand on parle de gestion d'une espèce, la chasse n'est pas l'outil adapté à ces espèces. Non, faut-il entourer les forêts pour garder les sangliers entre eux? Surtout pas. Mais attention, moi je veux que la chasse reste aux chasseurs. Au moins on est en France, on est dans la région centre. La chasse appartient aux chasseurs et c'est aux chasseurs de gérer leur population. Donc j'ai pas besoin de personnes extérieures pour gérer la chasse. Ça, c'est très important. Et maintenant on a quand même les schémas départementaux qui sont là. L'agrainage est géré, les populations sont gérées. Mais gérer une abondance, c'est pas toujours très facile. On y arrive tout doucement, mais voilà. Alors avant de réguler, on vient d'en parler, il faut aussi d'abord compter, c'est pas si simple, mais c'est indispensable quand les chasseurs arpentent les plaines mais sans aucune arme. Voyez cet exemple de comptage de faisans au mois d'avril, ici dans le Loir-et-Cher, reportage de Séverine Bourgault et Grégoire Grichois. Après, vous faites un petit tour tranquillement, et puis vous pouvez refaire un point d'écoute par ici. D'accord. Si vous avez le temps, vous en faites un troisième. Surtout, notez bien que les oiseaux différents. Et c'est parti pour 2 heures de comptage à travers les plaines du Cosson, 5000 hectares à ratisser. Vous allez avancer tranquillement, on va rester un petit peu derrière vous, parce que si on fait du bruit, ils vont se cacher. À pas de velours, la traque au faisan peut commencer. Pour apercevoir l'animal, mieux vaut être équipé, une bonne vue, mais surtout une bonne oreille. Vous entendez? Il y en a au moins un là, il y en a un autre là, on en entend un également qui est sur la gauche là, derrière le parc. Oh, c'est superbe. Être attentif au moindre bruit, car le faisan sauvage se fait discret. Après 1 heure de marche, une première touche, mais aussitôt repérée, aussitôt envolée. Alors là, on en a déjà recensé 7 différents. Par contre, il y en a 2 qui sont un petit peu en limite de secteur. Là, à l'époque où nous comptons, c'est des coqs qui sont très territoriaux, qui ne bougent très peu. Il y a rarement 2 oiseaux ensemble. Souvent, ils ont leur territoire qu'ils défendent avec leurs poules et ils s'approchent pas les uns des autres. Donc, sauf quand ils s'approchent, ils se battent. Ah, c'est assez loin parce que là, le vent en plus. Et c'est finalement en fin de journée, à quelques mètres seulement, qu'un jeune coq pointe le bout de son nez, comme intrigué par ces drôles d'oiseaux dont il devra apprendre à se méfier. Eh bien, Louis Vuitton, on l'a vu, il faut
compter pour mieux réguler. C'est comme ça qu'on instaure les quotas de chasse avant une saison de chasse, en comptant d'abord les animaux. C'est une façon de nous donner une idée, de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc c'est la preuve, une fois de plus, que le chasseur est un bon gestionnaire, un amoureux de sa nature, étant donné qu'avant d'aller tuer, prélever des espèces, on essaie de savoir ce qu'il y a et après on s'adapte au terrain, aux chasseurs, au territoire et on autorise une telle quantité de faisans ou de perdreaux, de lièvres, ici aussi du grand gibier dans le département, à prélever tout au long d'une saison de chasse. Alors, sans rentrer dans nos grandes formules mathématiques, comment on se rend compte, pour le lièvre par exemple, que chaque chasseur devra prélever 1 ou 2 lièvres par saison et pas plus ou moins? C'est pas le chasseur, c'est au massif, sur un certain nombre d'hectares. On va, par rapport au nombre de gibier compté, on va estimer qu'on peut prélever tant de faisans, tant de perdreaux. Donc voilà, et puis après c'est des GIC, des groupements d'intérêt synégétiques, des chasseurs, des regroupements qui vont, on va leur donner des bracelets, un nombre maximum à prélever. Pierre Thénaz, est-ce que ce comptage préalable à la saison de chasse, ça permet aussi de ne pas avoir ce qu'on peut appeler des massacres de chasse sans quota, qui là pourraient effectivement porter préjudice à la faune? Oui, bien entendu, c'est de toute façon ce qui devrait se faire sur toute espèce chassée. Malheureusement, ça ne se fait que sur certaines espèces. Ce que je disais tout à l'heure, il y a 71 espèces gibier. Les chasseurs ne font pas les comptages sur ces 71 espèces-là. Donc il y a des espèces qui se portent très très mal. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2 espèces montagnardes. En région centre, vous êtes effectivement moins concernés. Mais si on prend l'exemple par exemple du canard chipot, c'est vraiment un canard dont les populations se sont effondrées, il est toujours chassé, et il est toujours chassé sans quota, il n'y a pas de plan de chasse pour les canards. Donc attention, c'est vrai que effectivement certaines espèces sont mieux gérées que d'autres, mais on a des espèces qui ne le sont pas du tout. Je vais prendre l'exemple du blaireau, c'est parce que c'est vraiment un cas unique. Personne ne connaît les populations de blaireau, l'Office national de la chasse, le muséum, personne ne les connaît précisément. Pourtant, c'est une espèce qui a un statut très particulier, puisqu'elle est gibier avec période complémentaire, c'est-à-dire que sa chasse commence à partir du 15 mai, en pleine période de reproduction, et va finir au mois de février. Pendant 9 mois et demi, cette espèce-là est chassée dans des conditions atroces, puisque cette période complémentaire est là pour permettre le déterrage, la vénerie sous terre, qui est le mode de chasse certainement le plus cruel qui existe en Europe, où on envoie des chiens qui vont acculer les blaireaux au fond des terriers. Les chasseurs vont creuser, ça va prendre 2 heures, 3 heures, 5 heures, jusqu'à 8 heures. Pendant ce temps, le blaireau est mordu en permanence par les chiens. Quand les chasseurs arrivent enfin, il est attrapé par des pinces, il est jeté vivant au chien ou il est tué avec une dague. Mais quand vous dites, ça représente quand même au minimum 165 000 blaireaux par an qui sont tués de 71 animaux, espèces chassés en France. Pour vous, il faudrait réduire ce chiffre à combien? De toute façon, une espèce en mauvais état de conservation ne devrait pas être chassée. C'est le bon sens même. Une espèce dont les effectifs s'écroulent. Je parlais du grand tétras, c'est un sujet que je connais bien. En 20 ans, la population pyrénéenne a perdu 2/3 de ses effectifs. On chasse toujours le grand tétras dans les Pyrénées, en nous disant oui, mais il y en a plus que dans les Alpes, ou dans les Alpes il a disparu, que dans le Jura ou que dans les Vosges. Effectivement, mais est-ce qu'il faut attendre d'être au seuil de l'extinction pour prendre des mesures? Là, on n'est pas du tout dans le raisonnable, et les chasseurs devraient quand même s'assurer du capital. Donc je veux bien effectivement qu'on prenne les comptages de faisans ou d'autres espèces, de cerfs, comme exemple, mais malheureusement, c'est un petit peu l'exemple qui cache un petit peu la déficience du monde de la chasse. Y a-t-il en région centre des espèces que vous, en tant que chasseur, vous estimez menacées aujourd'hui? Alors bon, c'est sûr, il y en a, mais je reviendrai sur tous. Bon, le grand tétras, bien sûr, je ne peux pas en parler, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup dans le Loir-et-Cher. Le blaireau, je peux en parler, étant donné qu'on est un département où aujourd'hui, on en a quand même beaucoup, et il faut absolument le chasser, même dans ces périodes-là. Ce n'est pas une chasse atroce, comme vous le dites quand même. Il y a des mots que j'ai du mal à accepter, mais si vous voulez, il faut le gérer, étant donné qu'il fait des dégâts agricoles, une fois de plus. Il y a le côté sanitaire, très très important, et donc dans des coins comme le nôtre, dans le Loir-et-Cher, au jour d'aujourd'hui, il faut prélever énormément de blaireaux, parce que demain nous pourrions avoir un problème. Et la vénerie sous terre est une méthode de chasse honorable, il faut la respecter, c'est pas une méthode atroce. Alors là, je voudrais quand même compléter. Là, c'est vrai, vous êtes d'accord sur la vénerie sous terre. Non, mais vous nous mettrez pas d'accord sur la vénerie sous terre. Mais on peut pas dire que le blaireau fait des dégâts. Oui, c'est connu et reconnu. Et comment se fait-il qu'en Grande-Bretagne, qu'en Allemagne, qu'en Belgique, qu'en Hollande, qu'au Luxembourg, le blaireau est protégé? Ce sont des départements qui ont une agriculture très proche de la nôtre. Les espèces sont protégées. Ils n'ont peut-être pas autant de blaireaux que nous. Non seulement il n'est pas protégé,
il est gibier et on lui rajoute une période complémentaire qui fait plus que doubler la période de chasse. Donc là-dessus, on est vraiment dans un véritable scandale. Alors on va arrêter sur le blaireau, je crois qu'on a bien compris vos points de vue. On va à présent regarder ce que pensent certains écologistes de la région des chasseurs. C'est un reportage signé Denis Gannet-Meyer et Pierre-Dominique Lepay. Regardez. Sur le papier, entre les chasseurs et les écologistes, les choses se seraient assouplies. Les chasseurs se déclarent désormais protecteurs de l'environnement et de la biodiversité, oui, mais en y regardant de plus près, pour les écologistes, la réalité est tout autre. On n'a souvent pas la même vue, la même latitude concernant les espèces sur lesquelles on doit travailler, si je puis dire. C'est-à-dire que nous, on veut protéger l'ensemble de la biodiversité et on considère qu'il y a des espèces qui posent difficulté. Et les chasseurs, eux, travaillent bien sûr dans leur sens, c'est-à-dire avec les espèces qu'ils souhaitent chasser. Et donc, dans ces cas-là, ils vont enlever un certain nombre d'espèces, les considérant comme des nuisibles. Et c'est reparti. Le décor est planté. Les deux univers s'opposent donc toujours. Le fond du problème, les territoires de chasse qui sont achetés sont validés par l'État, faisant du lobby chasse un vrai pouvoir, mais aussi la fameuse gestion des espèces nuisibles, car d'après les écologistes, les chasseurs feraient toujours un peu comme ils veulent, en accord quelquefois avec les agriculteurs qui, parfois, sont aussi des chasseurs. Ils se considèrent souvent comme attributeurs de terrain sur lesquels ils peuvent, en gros, prendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils prélèvent. Du moment où ils ont payé, ils peuvent prendre. C'est quand même un souci, cette affaire-là. Normalement, la nature, la biodiversité devrait être à tout le monde, res nullus, c'est-à-dire à tout le monde, une chose à tout le monde, et faire en sorte qu'on la gère tous ensemble, et pas pour une certaine catégorie. Exemple, les sangliers, plus communément appelés cochons par le chasseur. La gestion a quelquefois pris du plomb dans l'aile. La manière de gérer le sanglier est extrêmement mauvaise. On n'a pas de plan de gestion. On fait juste comme on peut. Voilà. Donc on arrive à des prélèvements inouïs sur le sanglier parce qu'il y a eu une augmentation inouïe du sanglier. La liste des attentes de réforme envisagées par les écologistes est longue. Pêle-mêle, dangerosité pour le promeneur, abattage du gibier d'élevage, etc. Un certain agacement des chasseurs envers les écolos fait qu'ils les considèrent comme des empêcheurs de tourner en rond. C'est un État dans l'État, la chasse. Nous, on le voit très concrètement à la commission départementale sous l'égide du préfet. Effectivement, nous sommes, parce que dans cette commission, pour donner un point de vue, mais c'est les arguments qu'on nous oppose sont des arguments qui scientifiquement ne tiennent pas, et puis on est souvent agressé verbalement. Il n'y a pas d'autre attitude de leur part, heureusement, mais globalement, on ne peut pas être satisfait de la façon dont ils traitent les problèmes. Un chiffre pour conclure, en 2007, sur 16 600 infractions classées dans la catégorie atteinte à la protection de la faune et de la flore, plus de 9 000 seraient imputés à la chasse et 2 000 à la pêche, qui semble être plus en recherche de conscience environnementale. Eh bien, Louis Vuitton, la chasse est certainement un lobby, qu'on en pense du bien ou du mal. Est-ce que c'est forcément un lobby contre les écologistes? Non. Comme vous avez pu le voir, c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord, mais nous, avant tout, on est là aussi pour préserver les milieux, les animaux, gérer. Donc voilà, moi je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvert au dialogue. Bon, si on a des espèces où on n'est pas d'accord sur la bonne gestion, bon bah voilà, il faut en discuter. Mais bon, moi je défendrai toujours mon bout de gras. Je suis chasseur, je suis un amoureux de la chasse et de la nature, donc c'est normal que. Mais bon, voilà, il faut dialoguer avant d'affirmer des choses et prendre des mots de temps en temps qui sont peut-être un petit peu trop cruels pour nous. Et le domaine associatif, Pierre Athanase, est-ce il peut être compréhensif sur certains pratiquants ou sur certaines pratiques sans remettre en cause forcément le développement durable et la survie de la faune? Ce qu'il y a, c'est qu'en France, on est allé vraiment tellement loin, on va très très loin. C'est vrai qu'il y a eu 8 lois chasse en 15 ans, donc c'est sans arrêt, et ça a toujours été des lois qui ont rajouté des avantages, voire des privilèges, voire des fiscalisations, encore dans la dernière loi chasse, en pleine période de crise économique, c'est assez curieux. Mais sur les prélèvements, on est loin d'être sérieux. Après, sur la gestion des espèces, il faut voir quand même que la chasse, c'est chaque année 30 millions d'animaux tués. Ça, ce sont les chiffres de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse. 30 millions, donc c'est absolument énorme. Ça peut beaucoup, mais sur un volume qu'on a du mal à évaluer. Sur la France, rien que pour les oiseaux, la France prélève le tiers des oiseaux qui sont tués à la chasse dans toute l'Europe, uniquement en France. Donc on voit bien là qu'on est sur des prélèvements qui sont excessifs.
et notamment à cause des oiseaux migrateurs. Beaucoup d'oiseaux ne font que traverser la France. Certains oiseaux sont protégés là où ils nichent, sont protégés là où ils vont hiverner. Ils font que traverser la France. Alors, et ils se font tirer dessus. Vous êtes contre la chasse ou contre une certaine pratique de la chasse? Alors voilà, ça c'est toujours la discussion. Et les chasseurs aiment bien, quand on critique la chasse, dire on est contre la chasse. Donc on va me caricaturer contre la chasse. Donc allons-y, j'ai l'habitude. Quand j'ai sorti mon livre, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Donc allons-y. Mais il faut bien voir que la chasse, telle qu'elle est pratiquée en France, ne va pas pouvoir durer. C'est vrai que les chasseurs aiment bien parler de chasse durable. La chasse, elle ne sera pas durable si elle continue comme ça. Malheureusement, la sortie maintenant, ça va être le nombre de chasseurs qui va baisser, qui va créer une crise économique très forte dans les structures de la chasse, puisque les structures de la chasse ont été bâties sur le nombre de chasseurs et pas du tout sur la gestion des espèces. Donc il va y avoir des modifications qui vont avoir lieu, mais malheureusement, c'est pas des discussions qui auront été issues d'échanges entre chasseurs et protecteurs de la nature. Moi, pendant des années, j'ai été administrateur bénévolement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les chasseurs ont tout fait pour que j'en sois exclu. Ils y sont arrivés. M. Borloo a cédé. J'ai siégé au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Bien sûr, dans mon département, au Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Quand on fait tout pour dialoguer, mais que finalement on n'a que des refus et qu'on est obligé d'aller devant les tribunaux, on peut effectivement passer pour des gens qui sont très, très durs, très sévères, voire des anti-chasses, mais c'est malheureusement en France, au jour d'aujourd'hui, la seule façon d'avancer. Alors la chasse aujourd'hui dans la région, Hubert Vuitton, c'est aussi, il faut y réfléchir, un secteur économique important aussi. Énorme. Nous, c'est vrai que demain, il n'y a plus de chasseurs dans le département. Il y a quand même toute une partie de tourisme, de commerce, artisan qui serait vraiment dans le déclin. Donc, heureusement, la chasse, encore nous, dans la région centre et surtout dans le Loir-et-Cher, se porte bien. Nous faisons le maximum de toute façon pour que la chasse se porte bien. Oui, le nombre de chasseurs baisse. À nous, fédération, de faire venir, comme on voit autour de nous, des jeunes chasseurs. Nous, à la fédération départementale du Loir-et-Cher, nous avons inventé une éducatrice à l'environnement qui va auprès des jeunes et qui leur montre que justement un chasseur n'est pas qu'un méchant et on est un amoureux de cette nature que l'on aime et qu'on pratique tous les jours. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Dans quelques minutes, votre journal régional présenté par Rebecca Benbourek, en direct toujours de ce Game Fair 2014. Et puis, à 15h20, émission spéciale sur France 3 Centre sur l'événement en direct, toujours depuis Chambord, présenté par Benoît Bauer et Denis Gannet-Meyer. Très bon week-end à tous et rendez-vous samedi prochain pour la dernière voie libre de la saison. Merci de votre fidélité. À bientôt.